Très bien, bonjour et bienvenue donc à ce deuxième cours consacré à la chimie radicalaire et donc son évolution sur quelques décennies. Et aujourd'hui, en fait, on va se concentrer sur on va dire des réactions très importantes, relativement élémentaires. On va les voir dans un contexte thermodynamique, cinétique, avec assez peu de finalités applicatives. Les finalités applicatives, on va les voir plus dans les cours suivants, mais ça va nous présenter donc les principes globaux parce qu'ils sont très importants et ils ont surtout tendance souvent à être un peu escamotés dans les façons de raisonner quand on se lance dans une chimie radicalaire. Donc plus précisément, on va parler d'addition intermoléculaire radicalaire. C'est évidemment quelque chose d'un point de vue ionique qui est bien évident. En chimie radicalaire aussi, mais c'est un monde très différent et les règles de réactivité vont être elles-mêmes très différentes. On va parler de transfert d'hydrogène et plus particulièrement d'arrachement d'hydrogène. Si on utilise l'anglicisme d'abstraction d'hydrogène, là aussi vous allez voir, c'est quand même un monde qui est assez circonscrit par un certain nombre de règles. Et puis on va parler de cyclisation radicalaire, puisqu'en fait la chimie radicalaire est elle-même une parfaite opportunité pour conduire un certain nombre de réactions de cyclisation. Alors commençons tout d'abord par les additions intermoléculaires et leur contexte. Alors c'est un transparent qui est assez générique, mais globalement donc, c'est l'idée d'additionner un radical sur une insaturation comme ça, et donc former cette nouvelle espèce radicalaire ici. Et donc nécessairement, la question qui se pose, c'est quel genre de partenaire vous allez pouvoir engager, que ce soit ici ou ici au niveau du radical. Alors, on va principalement parler de radicaux C-centrés dans un premier temps, bien qu'on puisse faire de l'addition radicalaire de radicaux centrés sur un silicium, c'est ce qu'on appelle une hydrosilylation radicalaire, donc ça c'est quelque chose qui est connu. Le pendant organométallique est lui-même très connu, mais l'hydrosilylation radicalaire, dont on essaiera de parler un petit peu, a certains avantages. L'addition de BR point, c'est les réactions de Karach classiques, sur laquelle on reviendra parce que c'est une réaction en chaîne, et puis la réaction de Thiol-N, qui est une façon finalement qui correspond à pratiquement à une réaction de click extrêmement utilisée pour conjuguer deux gros fragments. Et donc globalement, tout cela, on peut faire des additions. Mais c'est des cas un petit peu particuliers. On peut aussi additionner des radicaux centrés sur les insaturations, que ce soit des radicaux, on va dire, phosphore 2 ou phosphore 4. Et puis, et là j'en parlerai un petit peu parce qu'il y a une émergence de l'addition d'un radical H', qui est finalement assez intéressante d'un point de vue synthétique. Et là, il y a deux façons globalement maintenant de le faire qui sont apparues récemment dans la littérature. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc ça, c'est les radicaux potentiels, avec donc aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur les radicaux C-centrés. Au niveau des accepteurs, ça va être principalement des insaturations de type alkène, alcyne, alcène et alène, sachant qu'on peut faire quand même des additions sur des hétéros double liaison, comme des imines, mais là, ça va être très dépendant des substituants sur l'azote et des conditions de réaction. Et globalement, par exemple, et là c'est la grosse différence avec les additions nucléophiles, on additionne très mal sur un CO, c'est complètement réversible. Alors que la première addition nucléophile qu'on voit généralement sur un partenaire insaturé, c'est toujours l'addition d'un nucléophile sur un carbonylé. En chimie radicalaire, ça ne marche pas. En tout cas pas en intermoléculaire, et en intra, on le verra un petit peu plus tard, c'est généralement dans des conditions très particulières qu'on peut le faire. Après, on a des hétéropartenaires dans le sens où on peut avoir des groupements, enfin des réactifs de ce type-là, qui eux peuvent subir l'addition d'un radical, notamment carboné, et donc qui peuvent donner par exemple, ça peut être utile pour une synthèse d'amines, et il y en a un certain nombre comme ça, mais qui sont utiles, qu'on verra au cours de ce cours. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est quel est le principe de l'addition, parce qu'en fait, tout va finalement venir de ce schéma ici. C'est que globalement, un radical, quand il va s'additionner sur une double liaison, c'est un processus extrêmement exothermique. Et en fait, la raison est très simple, c'est que ici, vous avez un alcène, vous avez une liaison sigma et pi,
Et ici, maintenant, vous avez créé un alcane. Donc, vous avez globalement consommé une liaison pi, vous avez perdu, mais vous avez créé une liaison sigma ici. Et donc, le bilan énergétique, c'est ça qui est très important de comprendre, c'est qu'une sigma est beaucoup plus énergétique qu'une liaison pi. Et donc, globalement, vous avez une embellie, enfin, vous avez un gain d'environ une vingtaine de kilocals dans ce processus, puisque, comme je dis, vous sacrifiez une pi pour former une sigma qui amène, elle, beaucoup d'énergie. Et donc ce schéma très simple, et peut-être simpliste, mais bon, qui s'applique bien, montre globalement plusieurs choses. C'est que tout d'abord, votre état de transition ici, il est ce qu'on appelle early, donc il est tôt. Et si vous appliquez le postulat de Hamon, en fait, votre état de transition, du fait qu'il est tôt, va ressembler beaucoup au produit de départ. C'est-à-dire qu'en fait, à l'état de transition, il ne s'est pas passé grand-chose. Et ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que globalement, vous allez pouvoir utiliser les orbitales frontières pour comprendre les régiosélectivités et les sites d'addition et aussi leur vitesse. Et donc ça, on va le voir tout de suite après. Et puis sur une série, par exemple, vous étudiez par exemple une addition, je ne sais pas, sur le propène, avec différents... Vous prenez un radical identique et vous regardez par exemple différentes oléfines. Vous pouvez aussi appliquer la relation d'Evans-Poliani, qui va vous dire que globalement, cette réaction va être de plus en plus exothermique si l'énergie le delta G global de la réaction est plus négatif. Et donc, ça va baisser l'énergie d'activation. Mais donc ça, généralement, pour appliquer ça, on raisonne sur une même série de réactions avec des réactifs semblables. Donc, quand je viens sur le fait qu'on a un état de transition qui est proche des produits de départ, en fait, on le voit ici, il a été modélisé, cet état de transition, à plusieurs reprises par différents groupes. Et ce que l'on voit, c'est votre radical qui arrive et qui s'approche de la double liaison. Et vous pouvez constater un certain nombre de choses. C'est que globalement, donc l'angle ici correspond à... n'est pas très loin de 109 degrés, donc ça c'est normal. Mais ce que vous voyez, c'est que la distance ici est très longue entre ces deux carbones, de 2,27, donc on est très très loin du 1,54 angstrom qu'on pourrait attendre, qui correspond à la distance entre deux carbones sp3. Donc votre radical il est encore très très loin. Et là où vous le voyez aussi, c'est que votre alcène, c'est à peine lui étiré, puisque globalement, là aussi, on devrait arriver vers les 1,54 angstrom, mais on n'est encore qu'à 1,38, sachant qu'une double liaison environ c'est 1,34. Donc très peu de formation de liaison sigma et très peu d'étirement de la liaison pi. Et donc globalement ici, vous avez peu de pyramidalisation. Globalement, votre alcène est pratiquement intact. Donc, alors je reviens là-dessus sur cette notion de radicaux électrophiles et nucléophiles. En fait, dans cet article, dans cette revue là de Whelan, il revoit un certain nombre de cas et il a fait cette espèce de tableau ici où il décrit les trois cas, donc un radical électrophile en bleu, nucléophile en rouge et le cas intermédiaire qui est donc en bifile selon les substituants. Donc si vous prenez par exemple un radical carboné, et par exemple qui a des hétéroatomes, s'il a un hétéroatome, par exemple un azote, un oxygène, ça, il va être nucléophile. C'est logique, on a la dénomination du doublé qui rend ce radical fortement nucléophile. Si vous avez maintenant, s'il est alpha-boré, alpha-silicium, en fait, il peut vite devenir électrophile. Par contre, si vous remettez beaucoup de groupes alkyles, il va redevenir nucléophile. Vous voyez, c'est assez subtil, mais ce tableau, enfin ce chart-là est assez intéressant. Il y a le cas, par exemple, aussi des radicaux vinyles et aryles qu'on ne sait jamais trop classés. Et selon les cas, ils vont être nucléophiles ou électrophiles, ou là, il les a mis dans les ambiphiles, avec, entre parenthèses, plutôt une tendance électrophile. Mais là aussi, ça va quand même dépendre des substituants, c'est sur ces radicaux CSP2. Le radical alkyline, il en parle comme s'il était très connu. Bon, objectivement, il n'est pas très très connu. Après, on peut comprendre qu'il soit électrophile parce que on comprend qu'il va être avide d'un électron pour former l'acétylure correspondant. Donc ces radicaux, par contre, hétérocentrés, eux, clairement, sont très électrophiles, ça on retrouve. Ceux-là vont être nucléophiles, ça c'est important. Et puis après, il y a le cas aussi, si par exemple vous prenez les groupements alkyles, selon qu'ils aient un groupement
attracteurs ou pas, et ils vont être plus ou moins électrophiles. Donc s'il y a un groupement électroattracteur et qu'il est primaire, bah, ça va être électrophile. Mais dès que vous rajoutez, si vous commencez à rajouter des groupements alkyles, bah, en fait, ça va être de moins en moins électrophile. Donc c'est une revue que vous pouvez regarder. Et sinon, il y a aussi cet article de Jorgensen des années 90 qui reprend ça, qui avait analysé ça, lui déjà en termes de réactivité. Alors maintenant, donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'on peut regarder les interactions des orbitales frontières. Et donc on a deux cas distincts et extrêmes. Et là, le papier qui fait référence est celui de Gies dans les années 80, où on a globalement le cas du radical, on va peut-être commencer par le nucléophile, donc celui qui est enrichi en électrons, qui a une SOMO assez élevée, et lui, donc, qui va réagir avec une oléfine déficiente en électrons. Et ici, l'interaction est compliquée, mais par contre, la LUMO, elle, est bien placée. Et donc, cette interaction ici va se faire avec la LUMO, une interaction à un électron, et c'est là que donc on va avoir, c'est ce qui va favoriser l'addition d'un radical nucléophile, donc sur une double liaison, par interaction avec la LUMO. A contrario, c'est un radical électrophile, il va être plus bas, il va être plus stabilisé, sa SOMO est plus basse. Et globalement, si vous avez une oléfine riche en électrons, la HOMO monte, la LUMO évidemment monte, et là du coup on va préférer une interaction entre cette SOMO et cette HOMO, donc une interaction à 3 électrons, et c'est ça qui va créer la liaison carbone-carbone. Donc ça c'est très important. Et c'est ce qui va diriger complètement les additions radicalaires. Donc il faut globalement anticiper la filicité de votre radical et regarder votre partenaire. Alors vous allez voir qu'il y a des cas un petit peu neutres, comme le styrène, qui marche globalement très bien avec la plupart des radicaux. Vous avez aussi des radicaux type benzylique ou allylique qui ne montrent pas une grande filicité, donc qui vont pouvoir s'additionner un peu sur tout, sachant quand même qu'étant très stabilisés, ils ne sont par ailleurs pas très réactifs. Alors, si on prend le cas des radicaux nucléophiles, voici, donc ça c'est des données de cinétique assez anciennes, mais qui juste permettent de comprendre et surtout de voir quand même qu'on peut avoir des variations extrêmement importantes. Et donc que certaines réactions sont vouées à l'échec dès le départ si on les engage. Donc, par exemple, si vous prenez un radical cyclohexyle, alors les radicaux nucléophiles ici, c'est des radicaux alkyles, notamment avec un hétéroatome, ou dans certains cas, certains vinyles, dépendant de R1, R2, R3, ou ce radical acyle qu'on voit mal, qu'on a souvent beaucoup de mal à visualiser comme nucléophile, mais je crois que j'en ai un petit peu parlé. Mais ne jamais oublier qu'un radical acyle, si on reprend le raisonnement assez simple, où on enlève un électron, on va former ce carbocation acylium qui existe sous cette structure limite. Et ce carbocation acylium, il est très, vous le voyez souvent en chimie organique, vous le voyez dans les réactions de Friedel-Crafts, par exemple, d'acylation, vous le voyez en spectrométrie de masse. Donc c'est une espèce qui est tout à fait viable. Donc sur la viabilité de cette espèce, on voit ici qu'en fait le caractère nucléophile du radical acyle par son côté est dévoilé. Donc maintenant, si on prend l'addition du radical cyclohexyle et qu'on normalise sur l'addition du styrène, vous voyez, c'est une vitesse. Quand on est dans les 10 puissance 4, c'est des vitesses qui sont, je vais dire, modérées, d'accord. Au-dessus de 10 puissance 5, 10 puissance 6, on commence à tomber sur des vitesses assez importantes, puis après 10 puissance 8, là on est dans des vitesses extrêmement rapides. Et donc ce que vous voyez, c'est que ce qui va accélérer clairement cette réaction, c'est dès que vous mettez un groupement conjugant électroattracteur, où donc là vous êtes supérieur à 1. Et à contrario, si vous mettez des groupements mésomères donneurs, alors le chlore l'est faiblement, mais déjà vous commencez à baisser la cinétique. Le OAC l'est déjà, c'est beaucoup significatif. Et de façon logique, un radical cyclohexyle ne va globalement pas s'additionner sur cet hexène. Vous voyez, la cinétique ici est extrêmement défavorable. D'accord ? Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut envisager. Après, avec cet acrylate, vous voyez qu'on a de façon assez logique une vitesse favorable.
Si vous mettez 2 esters, alors là, vous voyez que ça commence à aller très très vite. Ici, globalement, alors ces 2 cas-là sont assez intéressants parce que globalement, ici, ce que vous voyez, c'est que la présence d'un groupement ici, et ça c'est très général, ralentit fortement la cinétique. Hein, donc les additions de radicaux se font bien sur des alcènes non substitués. Mais globalement, si vous avez un alcène substitué ici, vous ralentissez quand même fortement la cinétique. On ne voit pas ici ce problème, mais on peut imaginer d'abord plusieurs choses. C'est que d'abord, un ester, c'est beaucoup plus plat qu'un méthyle, donc l'encombrement stérique n'est pas le même. Par ailleurs, la LUMO de ce système, à cause de cette double conjugaison, est elle-même abaissée, et donc l'interaction SOMO-LUMO est très favorable. Donc bien retenir que si vous voulez ralentir fortement une addition radicalaire, il suffit de mettre un substituant, et dès que vous avez un méthyle, c'est suffisant. Alors les radicaux électrophiles, par exemple, celui-ci est un bon exemple de radical électrophile. Donc les 2 autres contributeurs importants sur ces additions cinétiques, ces discussions, c'est Fischer, Hans Fischer et Leo Radome, qui ont eux-mêmes compilé, modélisé aussi un certain nombre de choses. Et donc globalement, avec un radical électrophile, ce que vous voyez, c'est que sur le styrène, ça s'additionne bien, sur une oléfine riche également. Mais ce qui est assez... Donc là, on est sur des 10 puissance 5, donc vous voyez, c'est des vitesses quand même assez rapides, hein, globalement plus rapides presque que tout à l'heure. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est quand même qu'un radical électrophile, contrairement à tout à l'heure, va s'additionner sur une oléfine relativement appauvrie en électrons. Et la cinétique n'est pas si négligeable que ça. Donc il y a quand même une différence entre un radical nucléophile qui va être très sélectif, un radical électrophile est sélectif, mais finalement l'est quand même un peu moins. Alors là, on a un exemple avec le radical malononitrile, où globalement, la vitesse est accélérée par l'enrichissement de l'alcène ici. Vous le voyez, quand on a groupement alkyle, ça va plus vite, mais par contre, ça additionne très très mal sur l'acrylonitrile, donc là, l'effet est assez important. De l'appauvrissement de cet alcène ralentit fortement la cinétique du process. Donc voilà, donc ça c'est juste pour vous donner une idée. Et puis il y a ces radicaux en biphiles, par exemple typiquement un radical en alpha d'un ester primaire, donc celui-là globalement va avoir un caractère nucléophile peu développé et un caractère électrophile peu développé, et va s'additionner sans trop de discrimination sur le 2 types de partenaires, même avec une préférence par exemple ici pour l'acrylate de méthyle par rapport à cette oléfine enrichie en électrons. Et là, le styrène, une fois de plus, reste le partenaire le plus rapide. Donc là aussi, on est sur des gammes de vitesse quand même assez importantes. Alors, ces effets de philicité sont importants d'un point de vue synthétique. Leur application aussi, c'est par exemple faire de la copolymérisation. Donc, par exemple, si vous prenez une oléfine enrichie en électrons et une oléfine appauvrie, vous mettez un initiateur, vous allez pouvoir faire le copolymère. Donc celui-ci, nucléophile, va s'additionner sur ce maléide, et le radical ici, qui est globalement en biphile, va s'additionner quand même préférentiellement sur le vinyle éther, et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir créer ces polymères, ces copolymères, qui sont d'ailleurs commerciaux, hein, qui sont assez utilisés pour l'encapsulation de médicaments notamment, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des produits qu'on peut trouver facilement sur le marché. Il y en a d'autres. Le partenaire, généralement, c'est quand même souvent le malémide. Si vous prenez un acrylate, souvent les sélectivités sont un petit peu moins bonnes, et votre copolymère n'est pas très très régulier en fait. On a des séquences où il n'y a pas vraiment de copolymère. Donc c'est principalement quand même sur le malémide. Hop. Alors. Donc d'une façon générale, si on retient si on doit établir des règles pour les additions radicalaires, donc les radicaux nucléophiles vont être extrêmement sélectifs pour des liaisons, des doubles liaisons pauvres en électrons, et ne s'additionneront pas du tout sur des oléfines riches en électrons. Les radicaux en biphiles, eux, sont globalement réactifs sans trop de sélectivité avec la plupart des alcènes. Les radicaux électrophiles, finalement, sont réactifs, s'additionnent sur pratiquement tous les alcènes,
avec une préférence quand même pour les alcènes riches en électrons. Alors ce dont on a peu parlé, c'est par exemple le radical méthyle ou benzyle, dont les effets polaires ne sont pas très, on va dire, affirmés. Et globalement, ils ont un caractère faiblement nucléophile, donc vont s'additionner sans trop de sélectivité. Mais un radical benzylique, d'une façon générale, la principale réactivité du radical benzylique, d'ailleurs, va être plutôt de dimériser plutôt que de s'additionner, parce qu'en fait, il est globalement stabilisé, et donc son addition, souvent, est en fait relativement réversible. On va voir ce problème des additions, des réversibilités de radicaux. Et les radicaux aryles, alors je ne vais pas montrer d'exemple, mais on peut également les utiliser pour des additions intermoléculaires, avec ce caractère mixte selon les substituants qui peut être faiblement nucléophile ou faiblement électrophile. Alors, à chaque fois ça va vite là. Hop. Voilà, donc maintenant, l'autre réaction dont on va parler, c'est le HAT, donc l'hydrogen atom transfer. Et donc, globalement, c'est l'arrachement d'hydrogène sur un substrat organique. Et là, les effets polaires sont extrêmement importants et sont connus d'ailleurs depuis extrêmement longtemps. Donc, globalement, si vous prenez un substrat de ce type-là, cette cétone ester, vous voyez qu'avec un radical électrophile, vous allez préférentiellement arracher l'hydrogène qui est ici, alors qu'un radical méthyle, un peu plus nucléophile, lui, va en fait arracher l'hydrogène qui est ici. Et ce radical Cl point ici, sur cette ester propionique, lui va arracher les hydrogènes ici, alors que le méthyle va arracher ici. Donc c'est simplement dû au caractère de votre liaison CH. Est-ce qu'elle a un caractère où l'hydrogène a plus un caractère, on va dire, d'hydrure ou de proton? Donc c'est fortement lié à cette polarisation. Et on peut avoir par exemple des sélectivités où par exemple, typiquement ici, vous voyez le Cl point va arracher la liaison carbone-hydrogène dont l'énergie de liaison n'est pas forcément la plus basse. Donc ce n'est pas la valeur de l'énergie de liaison qui est importante ici, c'est vraiment les effets électroniques sur cette liaison carbone-hydrogène. Donc globalement, cette réaction a été modélisée par ces deux, Zavitsa et Chagialoglou. Et ils ont regardé les états de transition de ces transferts d'hydrogène et ont proposé que l'état de transition est décrit par 4 formes canoniques, 1 à 4, qui sont les suivantes. Globalement, vous en avez une où vous avez encore votre liaison XH et une interaction avec le Y, où là c'est l'inverse, vous avez globalement formé la liaison HY, mais vous avez une interaction avec X. Vous avez une interaction ici où globalement, alors c'est une mauvaise interaction, c'est ce qu'on appelle l'anti-bonding, où vous avez une répulsion ici entre ces deux composantes X et Y, enfin c'est une composante, vous avez un triplet ici et qui est répulsif, et ce facteur en fait on va voir que c'est assez important, vous allez vite comprendre quel est son rôle. Et puis vous avez aussi ce qu'on appelle une énergie de résonance du radical sur les trois composantes. Et donc globalement, l'énergie au niveau de l'état de transition est la demi-somme de ces deux contributions, sachant qu'on les prend d'énergie égale, c'est-à-dire où les distances ne sont pas forcément identiques, mais où l'énergie, elle, est égale. Plus l'énergie triplée, qui va être une énergie répulsive, plus l'énergie de résonance du radical. Donc ça conduit à des résultats assez intéressants, et notamment ça permet d'expliquer des réactions qui ne sont pas très intuitives. Si vous prenez par exemple ce radical ici, TBO point, qui est donc a priori très électrophile. Okay, donc d'après ce que je vous ai dit, on attendrait ici une contribution assez forte, on attendrait que cet hydrogène soit arraché, parce que globalement, on a cet azote ici avec son doublet, qui peut stabiliser le radical. Hein. On a cette structure limite ici, qui fait apparaître donc un
pratiquement un carbanion ici sur ce carbone, et donc l'hydrogène ici a un caractère hydrure assez important. Et pourtant, celui qui est arraché, c'est celui sur l'azote. Donc pourquoi ça? Tout simplement parce que si on revient sur le fait, et pour estimer, on va dire, le caractère anti-bonding, il suffit de regarder le composé qui résulte du couplage entre votre radical et le radical que vous formez. Donc c'est globalement ça, hein. On regarde ce terme ici 3. Et donc, le composé que vous regardez, c'est un composé RCH2N lié à un OR. Okay, ça, c'est clairement quelque chose qui a une liaison très basse. Donc son bonding déjà est bas, donc son anti-bonding lui-même va être bas. Et donc globalement, il contribue très peu dans l'énergie. Et donc c'est l'arrachement qui va être préféré, puisque globalement, dans cette énergie de l'état de transition, ce terme-là va être tout petit. D'accord ? Donc il faut toujours avoir en tête, et on va voir un autre exemple qui n'est pas évident. Si vous prenez par exemple un arrachement ici par un peroxyde, et vous avez en compétition le toluène et le phénol. C'est vrai qu'intuitivement, on va dire, l'hydrogène ici a un caractère proton évident, hein, puisque le phénol est acide. Et globalement, ici, celui-là va me donner un radical basélique très fortement stabilisé. Donc c'est vrai que par un peroxyde comme ça, a priori, je vais arracher plutôt celui sur le toluène. Et globalement, en fait, celui que vous arrachez principalement, c'est celui sur le phénol. Pourquoi? Parce que là aussi, si vous regardez le produit de couplage du radical phénoxy avec votre radical de départ, donc là, on a une liaison évidemment qui est extrêmement basse. Donc, globalement, c'est un composé dont le bonding est déjà très bas, donc l'anti-bonding aussi. Et donc, c'est ce qui va expliquer pourquoi dans votre énergie, votre état de transition, la contribution répulsive ici des deux électrons dans l'état triplé est très faible. Okay, et donc, c'est ça qui va diriger principalement cette régiosélectivité. Et alors, pourquoi ça, c'est important? Parce qu'en fait, c'est tout le principe des antioxydants. Comme vous le savez, les phénols sont d'excellents antioxydants et réagissent avec les peroxydes de façon très efficace. Le jour de la leçon inaugurale, là, je vous ai présenté le BHT, par exemple, qui est un antioxydant de type phénol. Et donc, globalement, à chaque fois, c'est l'arrachement de l'hydrogène ici qui va être pardon, c'est pas BHF, c'est BHT, qui va se passer, et non pas l'arrachement de l'hydrogène ici, d'ailleurs, hein, typiquement. Et donc, cette implication des phénols comme antioxydants, c'est ce que vous savez, c'est ce qu'on dit, c'est des tanins, c'est le thé vert, c'est le vin rouge, et ainsi de suite. Et donc, tous ces composés-là ont cette propriété, donc, et dû principalement à cet arrachement d'hydrogène. Alors, d'autres cas qu'on va rencontrer qui sont intéressants en synthèse, par exemple, on peut arracher sélectivement l'hydrogène au pied de cet aldéhyde, ici, avec un radical thiyle. Le radical thiyle, donc centré sur un soufre, va être électrophile et va arracher l'hydrogène ici. Donc, on va former ce radical formyle. Bon, après, il y aura une cyclisation, ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Un radical sel point peut arracher au niveau du THF. Il y a une forte sélectivité entre ce H-alpha et ce H-bêta, et donc on va arracher sélectivement ici. Si on prenait évidemment un radical moins électrophile, la sélectivité serait beaucoup moins forte, voire absente. Un radical qui est très utilisé pour l'arrachement d'hydrogène, c'est en fait ce radical ici, sur cette amine. Donc il y a un radical cation azoté qui est fortement arracheur d'hydrogène. Et la raison pour laquelle il est utilisé, c'est que globalement, il est facilement, on l'engendre par oxydoréduction. En fait, on oxyde l'amine et on forme le radical cation correspondant qui va arracher un hydrogène très très facilement. Et puis, ça aussi on le verra, ça sera dans le cours de photocatalyse. Ces décatingstats, ces polyoxymétallates, engendrent un radical globalement arracheur d'hydrogène relativement électrophile. Et donc, par exemple, sur une cétone, ça va se caractériser par un arrachement régiosélectif ici, et non pas sur celui-là,
qui a un caractère de proton assez fort, parce que globalement, et tout simplement pour le retrouver, il faut reconnaître qu'ici, vous avez l'énolate correspondant est favorable, donc c'est ce proton a un caractère acide évident, et donc là, c'est pas là qu'on le forme. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal de subtilités, et ces réactions de transfert d'hydrogène sont quand même très contrôlées par un certain nombre de phénomènes. Donc le caractère hydrure au proton de l'hydrogène, mais ce n'est pas suffisant. Quand vous avez des hétéroatomes, vous le voyez, quand vous commencez à avoir un hydrogène lié à un oxygène ou un azote, il y a d'autres phénomènes qui interviennent, et notamment pensez à ce facteur d'anti-bonding qui peut être déterminant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ce transfert d'hydrogène est une occasion de faire de la chimie très intéressante, puisque globalement, c'est la fonctionnalisation d'une liaison carbone-hydrogène, mais sa généralité est quand même compliquée par le fait que la sélectivité est importante, et dans certains cas, arracher des atomes d'hydrogène sur certains sites sera totalement impossible, parce qu'il y a trop de sites autres qui vont être compétitifs. Donc voilà, donc généralement, les exemples que vous verrez dans la littérature sont toujours des substrats qui sont bien pensés pour montrer la réactivité, mais globalement, pas forcément toujours d'une grande généralité. Et notamment, il y a beaucoup d'exemples avec tout ce qui est THF, qui est le cas où évidemment ça marche très bien. Donc là, on prend un radical électrophile, on va arracher cet atome d'hydrogène. Et ce qui est important ici, c'est que, donc c'est une étude par Ingold, Keith Ingold, hein, donc qui a été ça fait plusieurs fois que je mets son nom sur les slides, donc je me suis dit que c'était bien de montrer aussi son visage. Donc c'est quelqu'un qui a été un des gros contributeurs d'après la guerre jusqu'à pas très longtemps, parce qu'en fait il est décédé il y a 2-3 ans, qui a déterminé beaucoup de cinétiques, beaucoup de phénomènes, on va dire, de stéréosélectivité, qui a beaucoup travaillé sur les antioxydants aussi, qui a plusieurs brevets d'ailleurs là-dessus. Et donc, ici, c'est une étude dans les années 80 qui montre que globalement, l'arrachement de l'hydrogène sur des dérivés cycliques de l'oxygène, la cinétique va être quand même dépendante d'un facteur assez important, qui est l'angle entre la liaison CH ici et le doublé de l'oxygène. Et donc globalement, plus cet angle va être petit, plus vous avez une interaction forte entre la CH et le doublé de l'oxygène, et plus ça va contribuer à augmenter la cinétique. Donc par exemple ici, vous le voyez, sur ces deux diastéréoisomères, on passe d'un angle 30 à un angle 90, et globalement ça réduit la vitesse d'un facteur 10. Ici, vous avez deux possibilités doublement activées. Donc là, c'est un système où l'arrachement d'hydrogène va être particulièrement rapide. Et donc, globalement, c'est une réaction qui va être très favorable. Et en acyclique, vous pouvez, par exemple sur l'éther, mais comme vous le voyez, c'est quand même, là aussi, c'est pratiquement 10 fois plus lent que sur le THF. Donc, alors la raison pour laquelle cet angle, ce facteur angulaire est important, c'est que globalement, ici, ça vous dit, en fait, ça préorganise le système pour qu'ensuite, il y ait une stabilisation du doublé sur l'orbital P du radical, et donc qu'on ne soit pas loin d'un recouvrement entre ce doublé et cet orbital P du radical, et donc qu'on ait un overlap entre ce doublé et cet orbital vide, qui est donc la source de stabilisation. Alors, l'autre point qui est important, c'est qu'on peut faire ces transferts d'hydrogène de façon intramoléculaire. Et donc, globalement, vous avez un radical ici, et vous allez pouvoir faire une translocation de votre hydrogène sur ce type de substrat. Et ce qui est très important de voir, c'est que vous pouvez le faire sur une variété de substrats, mais il y a globalement deux types de transfert d'hydrogène qui marchent le mieux. C'est le transfert d'hydrogène 1,5 et 1,6. Alors, quand on parle de transfert d'hydrogène 1,5, c'est ça. Donc là, c'est le 1,5 HAT.
Et donc, parce que 1, 2, 3, 4, 5, vous avez en fait 5 atomes ici. Et le 1,6, évidemment, ça serait un carbone de plus. Et ce qui est très important pour que ce transfert d'hydrogène se passe bien, c'est que globalement, vous ayez une linéarité entre la liaison carbone-hydrogène que vous arrachez et l'orbital du radical. Donc, ça marchera d'autant mieux que vous arrivez à avoir une collinarité entre cet atome de carbone, cet atome d'hydrogène et celui-ci. Alors, globalement, ça, c'est un des facteurs importants. Quel type de radicaux s'engagent dans ce genre de transfert d'hydrogène? Généralement, on va partir souvent de radicaux fortement réactifs. Par exemple, un radical aryl ou un radical vinyle. Eux, ils vont être assez arracheurs. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ce cas-là, d'un point de vue BDE, souvent, vous allez y gagner. C'est-à-dire que globalement, ici, vous avez une BDE, quand vous allez former votre liaison carbone-hydrogène, ici, vous avez une BDE qui est relativement élevée par rapport à celle où vous arrachez. Donc ça, c'est un des points importants, mais ce n'est pas suffisant. Parfois, il y a des effets purement géométriques, mais c'est vrai que généralement, on va utiliser des radicaux fortement réactifs, comme un radical aussi oxygéné, ou un radical azoté. Et par exemple, celui sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans le cours, c'est par exemple ce radical aminium, un radical cation, qui est lui un extrêmement bon arracheur. Donc on a déjà parlé d'arrachement d'hydrogène par un radical cation, mais là, généralement, celui-ci est particulièrement réactif. Et donc c'est ce qu'on appelle la réaction de Hofmann-Löffler, qui permet de faire ces translocations de radicaux de façon très facile et souvent dans des conditions photochimiques, parce que globalement on clive à une liaison azote-chlore. Donc c'est souvent une réaction, ça peut être potentiellement une réaction qui n'est pas voulue non plus, on va le voir pourquoi, mais on peut utiliser vraiment des radicaux réactifs et diriger complètement le transfert d'hydrogène à 5, sachant que la compétition avec le 1,6 est possible. Alors les autres, 1,4 ou 1,7 sont connus mais sont plus rares, et puis après il y a des transferts d'hydrogène beaucoup plus éloignés qui ont parfois lieu, mais dont le design reste quand même très compliqué. Alors pourquoi, quelle est la différence principale entre le transfert d'hydrogène 1,5 et 1,6? En fait, là aussi, ça a été modélisé de façon assez détaillée par Hooke. Donc c'est pareil, Hooke, c'est un nom qu'on va voir plusieurs fois, qui a modélisé un certain nombre de réactions radicalaires. D'ailleurs, il ne s'intéresse pas qu'à la modélisation radicalaire, il s'intéresse à beaucoup d'autres types de chimie d'une façon générale. Et donc, il a regardé la différence des états de transition entre le transfert d'hydrogène 1,5 et le transfert d'hydrogène 1,6. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il y a une différence assez notable, c'est que dans le transfert d'hydrogène 1,6, même s'il a 7 chaînons, on arrive à avoir une assez bonne linéarité entre l'oxygène, l'hydrogène et le carbone ici. Donc d'un point de vue enthalpique, c'est globalement favorisé. Mais par contre, parce qu'on fait un cycle à 7 chaînons, le facteur anthropique, lui, est toujours défavorable, et c'est ce qu'on voit ici. En fait, ça, j'ai oublié de le marquer ici, mais ça, c'est pour le cycle, c'est pour le transfert d'hydrogène 1,5, et ça, c'est pour le transfert d'hydrogène 1,6. Donc le facteur anthropique est défavorable pour le transfert d'hydrogène 1,6, même si, par contre, le facteur globalement enthalpique, lui, est plus favorable. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc d'une façon générale, le transfert d'hydrogène 1,5, lui, va assurer une moins bonne linéarité entre cet oxygène, cet hydrogène et ce carbone, mais par contre, parce qu'on forme juste un cycle à 6, avec 6 membres, d'un point de vue purement anthropique, c'est beaucoup plus facile. Et donc, c'est ce qui va faire en sorte que généralement, le cycle à 5 est toujours favorisé, le transfert d'hydrogène à 5 est favorisé par rapport au transfert d'hydrogène à 6. Et ça, c'est quand même relativement général. Donc ça, c'est une première explication. Alors, c'est avec un radical au point, mais globalement, c'est quelque chose qu'on peut transposer aussi à d'autres types de radicaux, un radical carboné relativement réactif. Alors maintenant, si vous vous retrouvez dans une position où, globalement, la position 1,5 n'est pas très activée, c'est-à-dire que c'est juste un groupement, un méthylène sans groupement actif. Donc prenons un cas, par exemple, ici, on a un radical, on a un méthylène ici, mais par contre, ici, on a un groupement activant, prenons même un phényl ici.
Donc ça, c'est votre transfert d'hydrogène 1,5. Et ici, c'est potentiellement votre transfert d'hydrogène 1,6. Bon, à partir du moment où ici, on a une BDE qui est affaiblie, parce que le site devient benzylique, là, la compétition peut être assez importante. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que le transfert d'hydrogène 1,5 est favorable, mais vous pouvez le retrouver dans des substrats où si la position 1,6 est activée. Dans ce cas-là, globalement, on va avoir le transfert d'hydrogène 1,6 qui va avoir lieu. Et donc c'est quelque chose que l'on verra quelques exemples, mais on verra aussi des exemples où on peut avoir des transferts 1,4 de façon très sélective. Alors je ne vous montre pas tout de suite ces résultats parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des façons différentes d'engendrer les radicaux et donc là, globalement, on va rester sur le cas très générique. Alors de même qu'on peut faire des additions intermoléculaires, on peut faire aussi des additions intramoléculaires. Et notamment, déjà, il y a un langage pour qualifier les cyclisations, c'est les règles de Baldwin. Alors les règles de Baldwin donc viennent de ce professeur, Jack Baldwin, qui était professeur à Oxford, et qui donc en 1976 a publié cet article, un papier Chemcom, un papier assez incroyable d'ailleurs, où globalement il a examiné toute la littérature de la chimie organique existante. Alors à une époque où il n'y avait pas de base de données, hein, donc, alors en même temps le nombre de journaux était bien plus limité quand même, il faut bien dire ce qui est. Et donc on regardait les chemical abstracts et ainsi de suite. Donc globalement il a fait une étude assez statistique et empirique de toute la littérature et a voulu complètement formaliser ce processus de cyclisation. Donc tout d'abord, en donnant une nomenclature, en donnant des règles, des guidelines. Quelle réaction de cyclisation va bien marcher, quelle autre réaction de cyclisation marchera moins bien, quelles autres sont complètement défavorables. Donc d'abord, d'un point de vue de nomenclature, pour qualifier une cyclisation, il y aura 3 termes. Il y aura d'abord un terme numérique, on va dire, qui va qualifier la taille du cycle que l'on forme. Après, il y a un terme exo ou endo qui, lui, dans le cas de la chimie radicalaire, va nous dire si le radical se trouve à l'extérieur du cycle ou à l'intérieur du cycle, et un terme tête, trig ou dig qui nous dit quel genre de carbone a été attaqué, en tout cas a subi l'addition radicalaire. Donc tête, ça serait tétraédrique. Alors, je vais revenir là-dessus. Parce que c'est le cas qu'on voit très peu. Trig va être le cas trigonal, donc c'est un carbone sp2. Hein. Et dig, c'est le cas digonal. Donc ça va être un carbone sp. Donc, tête, pourquoi on en parle peu ici? Parce qu'en fait, il y a une réaction dont je vous ai très peu parlé pour l'instant, et une réaction qui, en fait, marche très mal en chimie radicalaire, c'est la réaction de substitution. Autant une réaction de substitution nucléophile en mode polaire, ça c'est pratiquement les SN2, les SN1, c'est la réaction qu'on va apprendre tout de suite. Autant, on va dire, avoir un radical de ce type-là, on part d'un radical, par exemple ici, et plus, allez, on va mettre un X, un groupe partant, et ici je mets R1, R2, ouais, je vais mettre que des R1 ici, puis ici je vais mettre des R2. Et donc, une réaction où globalement vous avez ce type-là, donc vraiment l'équivalent de la substitution nucléophile, hein, mais qui sera en humolytique. Et donc là, on aura une attaque sur un carbone tétraédrique pour donc donner ça. Bon, c'est une réaction qui, globalement, a très peu d'exemples dans des cas extrêmement particuliers. Et donc, c'est surtout pas une réaction générale. Et généralement, les réactions de substitution homolytique se font plutôt sur des hétéroatomes et non pas sur des atomes de carbone. Donc, globalement, là, on est dans le super marginal de la chimie radicalaire. Donc, c'est pour ça que dans les réactions les règles de Baldwin au niveau radicalaire, c'est souvent, on se cantonne au terme trig et dig.
Et donc ici, vous voyez que donc, le radical a formé un cycle à 5. Le radical se trouve à l'extérieur, donc ça sera exo. Et comme c'était un carbone sp2, ça sera un trig. Et ici, globalement, on forme un cycle à 6. Le radical est à l'intérieur du cycle, ça sera endo. Et ici, comme c'est une triple liaison, pardon, donc on va former un radical vinylique. Le radical est à l'extérieur, donc ça sera bien exo. C'est un cycle à 5. Et comme c'était une triple liaison, c'est indiqué. Bon, c'est assez simple, mais ça permet d'aller assez vite et de catégoriser les cyclisations. Alors l'autre point important dans cet article, c'est qu'il a donc examiné tous les processus de cyclisation, a vu ceux qui marchaient, ceux qui ne marchaient pas. On a déduit des règles qui sont les suivantes. Dans le cas des additions sur les doubles liaisons, donc tous les cas trig, donc de 3 exo à 7, c'est favorable. De 3 à 5, ce n'est pas favorable. Et en endo ici, par exemple, 6 à 7, ça l'est. Alors on peut comprendre, hein, par exemple, si vous prenez prenons l'exemple du 4 endo, ça voudrait dire qu'on a un radical ici qui va s'additionner de cette façon sur cette double liaison. On voit tout de suite que c'est très compliqué comme approche. Donc le 5 endo, on va revenir dessus, lui-même est défavorable. Bon, on verra que ce n'est pas si défavorable que ça. Mais donc c'est une règle, c'est quand même assez empirique. Par ailleurs, c'est une analyse de la littérature que jusqu'en 1976. Donc c'est pas non plus c'est une petite littérature malgré tout. Hein. Donc sur les triples liaisons, on va par contre avoir des règles qui vont être assez différentes parce que là l'approche est encore un petit peu plus compliquée au niveau des angles, vu que votre carbone initial dans le lien est nécessairement collinéaire avec la triple liaison, évidemment, ça va compliquer encore plus les attaques. Donc c'est ce que vous voyez ici. Bon, après, ces règles de Baldwin, il ne faut pas les prendre de façon très, à la lettre. On sait qu'elles existent. C'est assez intéressant, mais j'ai envie de dire, c'est une étape dans l'histoire de la chimie. Par contre, la spénomenclature, lui, est restée. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que la chimie, les chimistes radicalaires de synthèse n'avaient probablement pas envisagé initialement de faire des réactions de cyclisation. Et en fait, les premiers exemples de cyclisation radicalaire sont visiblement de cette année de 1957, et à chaque fois par des études de polyméristes. Et d'une façon générale, c'est assez intéressant de voir qu'une bonne partie de la réactivité moléculaire en chimie radicalaire vient en fait de travaux initiaux en polymère. Parce que bon, là, il y avait beaucoup d'activités d'abord en polymérisation radicalaire. J'en ai parlé à ma leçon inaugurale, il fallait développer des nouveaux matériaux, plastique, caoutchouc, synthétique, ainsi de suite. Et donc dans cet article et celui-là, ce qu'ils montrent, c'est qu'eux, ils voulaient polymériser ce genre d'ammonium pour faire en fait beaucoup de cross-linking. Donc l'idée, c'était on additionnait un radical ici, puis en fait on additionnait un radical ici, puis le radical qui résultait, globalement, il allait réagir avec un autre monomère. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est qu'en fait le radical ici pouvait réagir en intramoléculaire. Et donc c'est ce qu'ils vont réaliser. Alors d'ailleurs, ils écrivent le cycle à 6, mais très probablement, ce n'est pas du tout le cycle à 6 qu'ils obtiennent, c'est certainement le cycle à 5. Donc ça montre aussi toutes les limitations de l'époque où la RMN n'était pas vraiment encore était balbutiante, et ainsi de suite. Donc globalement, la structure ici est probablement fausse, mais l'idée qu'on a formé un cycle par voie radicalaire, elle, est exacte. Donc ça va quand même, on va dire, germer dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Et on va revenir un petit peu sur cette histoire après, on va voir quelques exemples. Et donc assez rapidement, la cyclisation 5 exotrig va être étudiée, plus en détail. Donc là, on est une vingtaine d'années plus tard, mais il y a eu des papiers avant de synthèse. Mais donc le premier point, c'est pourquoi un radical ici va cycliser pour former le cycle à 5 et former un radical primaire, et non pas former le cycle à 6 et former un radical secondaire. Puisqu'en fait, globalement, là, on est complètement la thermodynamique, puisque votre cycle à 6 est généralement plus favorable qu'un cycle à 5, et par ailleurs, vous formez un radical secondaire, alors qu'ici, vous formez un radical primaire. Donc ici, on est dans un domaine de résultats, d'observation qui est complètement à l'envers par rapport à la thermo. Et donc, globalement, on montre bien que c'est un contrôle cinétique qui se fait ici, et ce qui correspond globalement à ce dont on a déjà un petit peu parlé.
Et pour expliquer ça, donc l'état de transition a été modélisé et on va dire les possibilités les plus basses en énergie qui viennent de ces calculs montrent un état de transition chaise, si on le fixe à 0 kcal par mol, qui est le suivant. Donc vous avez votre radical ici et cette double liaison ici en parallèle qui peut être cyclisée. Alors c'est vrai que nous, le chimiste organicien va toujours aimer faire une belle chaise comme état de transition et arriver par exemple pour former le produit 600 d'eau. Et donc c'est vrai qu'on donnerait, sans avoir vu ce cours, on ferait un sondage, la plupart des gens écriraient cet état de transition. Mais vous voyez quand même qu'il est 3 kcal par mol, il est supérieur à celui-là. Parce qu'il y a des tensions, un 3 diaxial et ainsi de suite, qui sont développées. L'autre qui est assez compétitif par rapport à cette chaise, c'est ce bateau, et qui est de 1 kcal par mol supérieur. Et donc dans ce cas-là, on va avoir l'orbital radicalaire ici, donc la double liaison ici pointe vers elle-même la pointe de cette chaise, cette pseudo-chaise. Donc, on a un état de transition ici de type pseudo-chaise qui est responsable pour cette régiosélectivité qui est, elle, très forte. Donc là, le 5 exo. Retenez la vitesse. S'il y a une vitesse à retenir en chimie radicalaire, c'est celle-ci, 2 10 puissance 5. Globalement, vous pouvez calibrer toutes vos vitesses après avec celle-là. Vous allez voir que c'est des vitesses quand même assez rapides. Alors, si vous ne voyez pas bien l'interaction et pourquoi le bateau est défavorable, en fait, vous pouvez simplifier le système. Donc ça, c'est votre chaise vue par une projection de Newman. Vous voyez et vous pouvez faire aussi votre bateau, vous pouvez faire une projection de Newman. Donc là, globalement, c'est comme si vous regardiez vous mettiez vos deux yeux ici, dans l'axe ici de cette liaison carbone-carbone ici, et liaison carbone-carbone ici. Donc vous avez vos deux Newman. Et ça, globalement, vous pouvez maintenant simplifier le système, puisque globalement, ça, c'est identique et ce qui va être le facteur déterminant ici, c'est ce qui reste ici. Pourquoi ici c'est globalement mieux que ici, et donc ça serait réduit au fait que vous avez dans ce cas-là un butane ici où vous avez une éclipse certes entre cette double liaison et l'hydrogène, mais ce qui est beaucoup moins favorable ici, et ça coûte 1 kcal, et ça c'est le prix classique d'une interaction gauche. Si vous revenez sur l'analyse conformationnelle du butane, le butane, molécule, si vous faites l'interaction, l'analyse conformationnelle du butane, la conformation privilégiée va être la conformation, celle-ci, la anti. La totalement éclipsée, elle, va être très très haute en énergie, va être de l'ordre de 3 kcal. Mais celle qui est aussi défavorable, c'est la gauche. Et donc ça, c'est 1 kcal par mol. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve ici avec ce gauche butane. Donc voilà, donc c'est cet état de transition, on revient sur finalement un système assez simple d'interaction gauche. Alors donc maintenant si on regarde les effets de substituants, donc c'est Beckwith principalement qui a étudié ça. Alors Beckwith c'est un chimiste australien qui, comme Ingold, d'ailleurs ils ont collaboré, a beaucoup contribué au développement de cette chimie radicalaire d'un point de vue mécanistique, et principalement lui dans son cas cinétique, et donc qui est décédé d'ailleurs en 2010, alors qu'il venait de fêter ses 80 ans. Et vous allez voir, ce nom va revenir assez souvent pour des réactivités, on va dire, élémentaires. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant, le système que je vous ai présenté, c'est le système nu, il n'y a pas de substituant ici, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on met des substituants?
sur notre, sur notre système. Donc le premier substituant, si on met un méthyle ici, ce que vous voyez, c'est que là, vous commencez à changer sérieusement les choses parce que maintenant, c'est le produit de 600 d'eau qui est formé principalement. Ce n'est pas le produit de 5-hexo. Et en fait, la vitesse initiale de votre 5-hexo, elle, a été ralentie de façon très très importante. Donc une fois de plus, comme pour les additions intermoléculaires, la présence d'un substituant sur la double liaison ralentit fortement l'addition. Si maintenant vous avez un radical tertiaire, ça ne change pas énormément les choses. Globalement, vous avez une addition qui est un petit peu accélérée, mais le produit de 5-hexo, lui, est toujours majoritaire. Et puis, ce qui est notable, c'est que là, vous avez un système qui ressemble beaucoup au premier, sauf que vous avez mis 2 méthyles ici, et vous favorisez toujours le 5-hexo, pas de problème. Mais maintenant, votre vitesse ici, elle est accélérée par un facteur 22. Et donc, ce facteur 22 est non négligeable, et c'est ce qu'on appelle un effet gemme dialkyle ou Torpingold. Et c'est quelque chose qui est très très général. Alors, c'est très très général, je vais juste aller peut-être là, juste pour vous faire voir la généralité, puis on va revenir un peu après. Donc globalement, si vous prenez par exemple une substitution nucléophile comme ça, intramoléculaire pour former cet époxyde, si vous mettez 2 méthyles ici sur le même substrat, vous accélérez énormément votre réaction. C'est vrai également pour le cycle A4, vous voyez, les gènes diméthyl accélèrent fortement cette substitution nucléophile. Et donc, on pourrait mettre d'autres réactions, hein, c'est vrai pour des réactions radicalaires, c'est vrai pour des réactions nucléophiles, mais c'est vrai aussi pour des cycloadditions. C'est vrai, d'une façon générale, dès que vous avez un lien et que vous mettez un 2-méthyle, ou même d'autres types de substituants, ça peut être même un acétal par exemple, vous allez avoir une accélération notable de la cinétique de la cyclisation. Alors, la première explication vient en fait de ce vieux papier de 1915, alors par Ingold, mais pas Keith Ingold, mais Christopher Ingold, son père, qui est aussi celui des règles de Kall-Ingold-Prelog. Et dans cet article, qui est assez intuitif, ils disent qu'en fait, si on commence à regarder des composés cycliques, on va avoir des phénomènes de compensation d'angle. C'est-à-dire que globalement, si par exemple ici vous avez des substituants assez gros, bah, nécessairement l'angle ici va augmenter et donc ça voudra dire que l'angle ici va diminuer. Et donc ça peut favoriser une cyclisation. Bon, je fais un raccourci, mais c'est un article assez esthétique avec beaucoup de ces schémas. Toute l'analyse est basée sur ces compensations d'angle. Et donc, qu'on peut comprendre en regardant ici le schéma. Par exemple, si vous prenez ce substrat, cette liaison ici, c'est l'angle classique de 110 degrés. Si vous mettez un diméthyle, où globalement il y a nécessairement une répulsion entre les diméthyls, bah là, du coup, vous avez une compression de cet angle. D'accord ? Et donc, on peut imaginer que c'est le facteur qui fait que ça réagit mieux, puisque maintenant les deux partenaires sont plus proches. Et là, c'est la même chose avec ce diacyl, vous avez une compression des angles. Alors, cette compression des angles, elle est potentiellement utilisable pour des cyclisations, on va dire petites, des 3-hexo ou des cycles à 3 à 4, mais dès qu'on est sur les systèmes plus grands, en fait, elle n'a pas réellement de poids. Donc, ce n'est pas la bonne explication. L'effet est réel, mais ce n'est pas la bonne explication, ce n'est pas l'angle. Ce qui est par contre beaucoup plus convaincant, c'est la théorie qu'on est en train de peupler une population en rotamères réactifs. Alors je m'explique. Si vous prenez par exemple, l'idée c'est de faire une cyclisation en faisant réagir X et Y pour former ce produit cyclique ici avec maintenant un lien Z. D'accord ? Donc vous regardez votre système ici, donc c'est comme un système butane. Hein. Ça c'est la conformation privilégiée. Hein. C'est celle que j'ai écrite là en fait. Hein. Vos deux substituants, ils sont à l'opposé, à 180 degrés. Donc ça, ils ne sont pas du tout bien disposés pour réagir. Donc pour réagir, il faut qu'on fasse cette rotation. Et donc on arrive ici avec une interaction gauche, justement, qui est en train de se développer. Et donc la conformation qui conduit à la cyclisation n'est pas une conformation favorable. Okay ?
Alors que maintenant, prenons le cas où vous avez mis deux groupements sur le lien, ici, quel qu'il soit. Donc, ce que vous regardez, c'est votre conformation qui va conduire au produit ou votre conformation de départ. Donc ça, c'est la conformation qui conduit à l'arrivée. Et ça, c'est celle, par exemple, c'est une du départ. Et maintenant, on va compter les gauches. Ici, vous avez une gauche ici, pour la cyclisation, et vous en avez une ici, donc ça fait deux gauches. Et si vous regardez le produit de départ, ce que vous voyez ici, c'est que vous avez une gauche entre le R' et le CH de X, et une gauche ici entre R et CH de X également. Donc ce que vous voyez, c'est que globalement, votre conformation qui conduit au produit n'est pas plus défavorisée qu'une autre. Donc vous avez peuplé en conformaire réactif. Et donc c'est certainement la meilleure explication sur cet effet gène dialkyle. Donc qui finalement n'est pas si mystérieux que ça, mais donc cette revue là par Mike Young est particulièrement intéressante parce qu'elle explique bien ça et elle reprend beaucoup d'exemples parce que je vous dis c'est vraiment très très général. C'est pas lié pas que pour la chimie radicalaire. Ce qui veut dire aussi qu'à contrario, parfois des réactions ne marchent pas si vous n'avez pas un effet Torping-Gold. Ça, c'est un autre problème, mais c'est non négligeable. Alors, d'autres cas intéressants, c'est maintenant si on regarde dans les liens, les effets des hétéroatomes, d'une façon générale, toutes ces réactions, dès que vous mettez un oxygène ou un azote dans le lien, ces réactions vont être fortement accélérées. Parce qu'en fait, comme les liaisons carbone ici, oxygène et carbone-azote sont plus courtes, en fait, vos deux entités sont plus proches et donc ça va réagir mieux. De même, si vous jouez un petit peu sur l'électronique du système, on revient sur ce qu'on a vu avec les additions intermoléculaires. L'interaction SOMO-LUMO avec un système appauvri va être un petit peu meilleure que s'il ne l'est pas, et donc ça accélère la réaction. Et globalement, le 5-hexodique, d'une façon générale, est plus lent, mais bon, quand même reste à une vitesse assez intéressante et va pouvoir être utilisé. Alors, donc si on revient sur les effets d'hétéroatomes, ici, par exemple, en mettant méthylène, on a vu que le 600 était très favorisé, mais si vous mettez un oxygène, globalement, dans ce cas-là, en fait, le 5-hexo redevient très majoritaire. Donc vous voyez, cet effet de l'oxygène dans le lien est quand même assez important parce qu'en fait, il va annihiler, il va complètement supprimer le ralentissement par le méthyle. A contrario, alors ce que j'ai oublié, je vais revenir sur le Baldwin. A contrario, si vous mettez un carbone silicium, vous allez favoriser la formation du cycle A6. Toujours, par rapport au cycle A5. Et ça, c'est dû au fait qu'une liaison carbone-silicium, le silicium est plus gros. Une liaison carbone-silicium, c'est environ 20% plus grand qu'une liaison carbone-carbone. Parce que c'est environ 1,80, 1,90 angstrom. Donc globalement, l'approche est beaucoup plus favorable pour former le cycle A6 que pour former le cycle A5. Alors je reviens juste en arrière sur un point qui est assez important, que j'aurais dû dire sur les règles de Baldwin. S'appliquent bien pour les radicaux, s'appliquent bien pour les carbanions, mais à ne pas appliquer pour les carbocations. On arrive à des aberrations, à des choses qui ne marchent pas. Et aussi, quand vous avez justement des hétéroatomes type de la troisième période qui sont dans le lien ou qui attaquent, là les règles ne marchent plus très bien. Donc c'est juste une petite parenthèse. Donc se souvenir qu'avec un gros atome, vous changez quand même globalement le paysage et vous allez favoriser, par exemple avec un silicium, le 602. Alors il y a un résultat intéressant aussi, où globalement, alors c'est une réaction qu'on va voir petit à petit, mais je peux commencer à en parler, c'est une réaction de transfert d'atomes. Donc, quand vous irradiez ce composé avec une lampe UV, vous allez former en fait ce radical plus I point. Et maintenant, ce radical va réagir sur la double liaison. Donc il peut cycliser ici soit en 5-hexo,
trig, ou soit en 6 endo trig. Donc ça, c'est le 5 exotrig. Alors, ce que vous voyez, bon, ne vous en faites pas sur ce réactif. Ce réactif est là juste pour piéger l'iode qui est formé. Donc, il n'intervient pas dans la réaction chimique à proprement dit. Ce que vous voyez, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec un hydrogène, vous formez le cycle A6 de façon très majoritaire. Alors oui, ce que je n'ai pas dit. Donc, une fois que la cyclisation a lieu, prenons le 6 endo, on forme ce radical. Et donc ce radical, en fait, va réagir avec votre produit de départ. Il va prendre son iode et ça va pouvoir continuer comme ça. C'est ce qu'on appelle une réaction de transfert d'atomes. Mais on va revenir là-dessus dans le prochain cours, justement, sur les réactions en chaîne. Donc c'est pour ça que vous finissez avec un produit iodé. Bon. Mais là, le mécanisme ici, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la formation du cycle A6. Donc le cycle A6 est fortement majoritaire et c'est contraire à tout ce que je vous ai dit pour l'instant. Okay, parce qu'on devrait avoir le cycle A5. Or, la principale raison pourquoi vous avez le cycle A6 ici, c'est que maintenant vous avez un carbone sp2, donc 120 degrés, et donc évidemment qui lui, du coup, étire éloigne le radical de la position 5 exo, d'où la formation du cycle A6 majoritaire. Et si vous mettez un méthyle qui doit a priori ralentir l'addition du radical ici, vous voyez quand même que le ralentissement n'est pas très important puisque ça reste quand même majoritaire à 75%. Donc si on met un carbone sp2 dans un lien, on va quand même modifier fortement l'addition, ce processus d'addition. Alors, ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est donc complètement sous contrôle cinétique. Et puis est arrivée cette série d'expériences qui viennent du laboratoire de Marc Julia, qui lui travaillait sur des radicaux un petit peu particuliers. Alors, ne pas prendre ce message comme quelque chose de très général, c'est un peu une exception. Mais bon, ça permet aussi de comprendre le mécanisme. Donc, Marc Julia, bon, il est connu pour la chimie radicalaire qu'il a faite, mais surtout pour la réaction d'oléfination de Julia, bon, qui est une façon de faire des doubles liaisons. Donc, il était à l'ENS. Et il travaillait sur ces composés-là, donc ces cyanoesters, en présence de benzoylperoxyde, donc qui est un peroxyde, qui va engendrer des radicaux qui peuvent arracher facilement un hydrogène ici. D'ailleurs, c'est un arrachement d'hydrogène qui, exactement, on pourrait imaginer qu'on puisse arracher ici ou ici, et on arrache une fois de plus pas un radical électrophile sur le site électrophile, mais là, je pense qu'aussi le facteur de répulsion triplée là, dont je vous ai parlé, de non-bonding est important. Donc on engendre le radical ici, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'obtient pas le produit de 5 exo, mais on obtient le produit de 6 endo. D'autant plus c'est étonnant puisque la position de 6 endo est encombrée. Et l'explication c'est que proposée, c'est qu'a priori on fait un 5 exo, mais il est réversible parce que le radical au départ est très très stabilisé, et donc on va vers le système le plus stable. Et comme on n'a pas un bon donneur d'hydrogène, ce radical a la possibilité d'évoluer et de revenir en arrière. Donc ça a été assez audacieux parce que, comme proposition, parce que globalement ce que je vous ai montré pour l'instant était complètement sous contrôle cinétique, il n'y avait pas de retour en arrière. Et ça a pu être montré par Curran, qui a effectivement fait la même cyclisation, non pas en engendrant le radical par arrachement d'hydrogène, mais par un transfert d'atomes. Et là, on est dans des conditions purement cinétiques. Et donc, ce qui montre, c'est que globalement, le radical, une fois qu'il est engendré, passe bien par un 5 exo. Ce radical fait le transfert d'atomes, prend le brome qui est ici, et lui ne revient pas en arrière. Dans ce cas-là, il ne revient pas en arrière parce qu'il réagit très vite. Ici, il n'y a pas de réaction possible. Le cyclohexane n'est pas un bon donneur d'hydrogène, donc on est dans des conditions thermiques qui favorisent le retour en arrière. Donc on est dans un rare cas où on a une réaction de 5 exo qui est globalement réversible. Mais généralement, ces réactions ne sont pas réversibles. Elles sont complètement, on va dire, totales et cinétiquement contrôlées. Voilà. La stéréosélectivité, importante, parce que là aussi, elle n'est pas complètement intuitive. C'est que globalement, si vous mettez maintenant un substituant ici, vous allez obtenir un mélange du dérivé 6
est trans, mais la majorité 6, le produit 6 est majoritaire. Et ce n'est pas non plus, une fois de plus, le dérivé, ce n'est pas le stéréoisomère le plus stable que vous formez. Et c'est dû au fait que la chaise ici est plus favorable quand vous avez ce groupement-là en pseudo-équatorial par rapport à celui-ci en pseudo-axial. Et ainsi de suite. Dans tous ces cas, vous allez toujours avoir la chaise où le substituant sur la chaîne va être en pseudo-équatorial et ça vous conduit toujours à ce stéréoisomère majoritaire. Donc c'est assez facile hein, sur des systèmes comme ça. On dessine la chaise et on essaye de mettre toujours les substituants en pseudo-équatorial pour évidemment qui correspond à la conformation la plus basse et donc qui va conduire au produit cyclique majoritaire qui n'est pas toujours, et loin de là, le produit le plus stable. Voilà, tout ça, ça n'a rien à faire ici. Donc oui, ça a été bien revu dans cet article, notamment aussi de Rajan Babu, et complètement modélisé une fois de plus par Hooke. Mais voilà, donc on verra quelques applications. Alors après, quelles sont les autres cyclisations? Donc là c'est vrai que la chimie radicalaire, c'est très bien. Si vous voulez faire des cycles à 5, c'est la méthodologie idéale. Si vous voulez faire d'autres tailles de cycles, c'est possible, mais ça va être un petit peu plus compliqué. Là où c'est très compliqué, par exemple, c'est de faire des cycles à 3. On verra quelques exemples, mais la cinétique n'est pas très rapide, on a 10 puissance 3, alors que vous avez vu le cycle à 5, c'est quand même 100 fois plus rapide. Mais c'est surtout l'ouverture de cycle, et elle est extrêmement rapide, donc c'est très réversible. C'est-à-dire c'est tellement réversible qu'on l'utilise souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en fait, on va vouloir montrer qu'on a un radical en mettant un cyclopropane à côté, et l'ouverture du cyclopropane à côté nous dit « Ah, bah vous voyez, dans notre mécanisme, on forme bien un radical, donc c'est ce qu'on appelle une radical clock. » Donc généralement, synthétiquement, on fait assez peu de cycles à 3 de façon volontaire par voie radicalaire. Ce radical, une fois qu'il est ouvert, d'ailleurs, va s'isomériser pour avoir la stabilisation la plus forte ici. Une autre cyclisation qui ne marche pas très bien, c'est pour faire des cycles à 4. Parce que là, vous avez deux problèmes. D'abord, la cinétique de fermeture, alors là, est très 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 lente. Hein, c'est 1 seconde par rapport, c'est 1000 fois moins rapide que pour faire le cycle à 3. Et surtout, c'est réversible. Et là aussi, c'est fortement réversible. Donc faire des cycles à 4 par voie radicalaire devient là vraiment compliqué. Ce n'est pas la meilleure méthode. Vous faites de la photochimie, il y a d'autres choses à faire, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Il y a des exemples, mais globalement, ce n'est pas forcément la stratégie la plus évidente. Et contrairement aussi à ce qu'on pourrait se penser, si vous voulez faire des cycles à 6 par 6 exos, ben, ça ne marche pas très bien. Parce que d'abord, la cinétique ici, elle est lente, donc c'est 100 fois plus lent pour faire le cycle à 5. Vous avez deux compétitions possibles. D'abord, le 7 endo est très compétitif, il n'est que 10 fois plus lent. Et vous avez finalement un transfert d'hydrogène, un 5 ici, avec une vitesse globalement identique à celle du 7 endo, qui vous gêne. Donc pour faire du 6 exo, vous allez être obligé de soit protéger cette position, donc vous allez mettre un substituant, ou fortement, et souvent c'est la solution que les gens prennent, fortement activer votre double liaison. Vous allez mettre un groupement électroattracteur ou quelque chose comme ça, un ester, du coup vous retombez sur une LUMO plus basse et ainsi de suite. Et du coup aussi ça ralentit l'arrachement d'hydrogène ici parce que cet hydrogène est finalement par un côté moins activé. Mais donc toujours ce 6 exo est globalement fortement ralenti par le transfert, et d'abord est ralenti et il y a surtout des réactions compétitives. Donc je vous parlais du 5 endo. Alors le 5 endo n'est pas, si on revient sur Baldwin, hein, il fait partie des cas défavorables, donc ici. Donc le 5 endo trig, hein, unfavorable. Mais en fait, si je vous le mets, c'est qu'en fait, ces règles de Baldwin, bah, en fait, il y a pas mal d'exceptions. Et en voici quelques-unes. Là aussi, tiré du laboratoire de Marc Julia, où il a réussi à faire un 5 endo trig. Bon, certes, le rendement n'est pas très bon, mais vous voyez, c'est possible. Et puis d'autres exemples ici, notamment, alors, on peut imaginer qu'on a un 4 exotrig réversible ici, hein, très fortement, et qui va quand même finalement vers le cycle à 5. C'est probablement ce qui se passe. Mais ici, on a un 5 endo qui est assez efficace dans ce type de radicaux, où globalement on a un hétéroatome dans le lien, on crée un radical benzylique quand même qui aide fortement
à la régiosélectivité, et puis donc ensuite, donc ça a été utilisé pour former un produit naturel. Donc on peut quand même avoir des 5 endos qui sont assez fiables. Et alors ensuite, qu'est-ce qui peut se faire en type de cyclisation? Alors vous savez, quand on fait des cyclisations, il y a une région qui est très compliquée, c'est 8, 9, 10, 11. Là, c'est vraiment des cycles qui sont compliqués à faire parce qu'il y a beaucoup d'interactions transannulaires dans le cycle. Donc, anthropiquement, c'est compliqué, mais enthalpiquement, c'est aussi compliqué parce qu'il y a beaucoup de gènes stériques. Et après, on passe à un monde un petit peu plus facile, qui est les cycles à 12, 15, 18, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle des macro-cyclisations, où là, on retombe sur des cinétiques qui sont un petit peu plus favorables, les systèmes s'organisent un peu mieux. La seule façon de faire des cyclisations qui marchent bien, dans ce cas-là, ça va être de travailler évidemment dans des milieux dilués. Alors ici, voici un exemple du laboratoire de Porter. C'est un 14 endo-trig, donc il faut un cycle à 14. Le rendement est bon. On travaille dans un milieu extrêmement dilué. Alors ça, ces conditions-là, je vais en parler la semaine prochaine, ça va nous amener à la réaction en chaîne. Voir comment ça marche. Mais donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que vous êtes obligé de travailler en milieu dilué parce que si vous travaillez en milieu, on va dire normal, concentré, tout simplement, ce radical que vous formez ne va pas s'additionner en intramoléculaire, mais va s'additionner en intermoléculaire. Donc, vous êtes obligé de diluer. Et sinon, si vous ne voulez pas utiliser des conditions trop diluées, vous pouvez travailler dans l'eau. Alors ça, c'est une réaction assez intéressante aussi, où on va former un radical ici. On a un transfert d'atomes, une fois de plus. Et là, vous pouvez faire des cycles à, c'est 12, 15 et 18. Et vous voyez, les rendements peuvent être excellents. Et le point qui est très intéressant, là, on va jouer sur des effets de solvant. En jouant dans l'eau, faisant cette réaction dans l'eau, vous organisez le système de telle façon qu'il se prête assez bien à cette cyclisation, puisque vous arrivez à des rendements qui sont complètement, qui sont très hauts, quoi. Donc, vous pouvez faire ces lactones polyéthérés de façon vraiment efficace en vous mettant dans l'eau. C'est un des travaux qui n'ont pas été réellement suivis par la suite, mais qui sont assez intéressants et qui montrent aussi un point important, c'est que la chimie radicalaire se fait très bien dans l'eau. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas comme un carbocation qui va être hydraté ou un carbanion qui est tout de suite protoné. Là, les radicaux et l'eau vivent très bien ensemble sans souci. Voilà, donc le cours prochain, on verra, on va s'intéresser donc aux additions en réaction en chaîne, qui vont nous permettre donc d'étendre notamment beaucoup les réactivités et de voir des cas plus concrets, des applications en synthèse et ainsi de suite. Voilà, donc si vous voulez, on a un petit peu de temps aussi pour des questions. Et par ailleurs, je dois aussi vous faire une annonce, puisqu'il y a un cycle sur des conférences sur les Jeux Olympiques. Et il y en a une jeudi soir sur les célébrités dans le monde olympique, donc animée par des professeurs du Collège de France, avec un volet historique, biologique et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est à 19h jeudi, mais donc c'est évidemment sur le site du Collège de France. Et si vous avez des questions,